Bonjour à tous. Le podcast d'aujourd'hui va traiter du rapport entre colonisation et migration dans l'Italie du 19e siècle, des premières décennies du Royaume d'Italie. Il sera en grande partie basé sur les travaux de l'historien Daniel Grange, publiés notamment dans la revue d'histoire moderne et contemporaine en 1983. Alors, quand on pense au concept d'émigration et de colonisation, a priori, on peut considérer que ce sont deux concepts assez clairement distincts et pas forcément liés, pour ne pas dire opposés. Il s'agit là de deux sujets d'actualité. La migration est un sujet d'actualité parce que nous sommes à une époque où les flux migratoires sont plus importants que jamais, et la colonisation est quant à elle d'actualité du fait des fréquents débats rétrospectifs historiques sur la colonisation en particulier du 19e siècle. Et puisque de nos jours, les émigrants plutôt, sont plutôt les colonisés d'hier et que les personnes vivant l'immigration sur leur territoire sont les anciens colonisateurs, du moins si on raisonne en tant que nation, à l'échelle des nations, eh bien on a tendance à opposer ces deux concepts, celui de migration et de colonisation. Pourtant, si on se remémore l'un des premiers chapitres de nos cours d'histoire de l'école secondaire, du collège, celui sur la Grèce antique, on se rappelle très vite qu'en réalité, la colonisation et la migration peuvent être très proches au point de parfois se confondre. Si on repense à la façon dont les cités grecques ont essaimé un petit peu partout en Méditerranée, eh bien dans ce cas, il s'agissait tout autant d'une colonisation que d'une émigration. La Grèce était surpeuplée et c'était là le principal facteur qui a poussé plusieurs Grecs à aller s'installer dans le sud de l'Italie ou en Sicile pour fonder la Grande Grèce, en Asie mineure, dans le nord de l'Afrique, dans le sud de la France, etc. Dans le cas italien, au XIXe siècle, les phénomènes de colonisation et d'émigration vont coïncider. Alors, revenons un peu sur le contexte de l'Italie à cette époque. Donc l'Italie a connu une unification politique très tardive, ce n'est qu'en 1861 que le Royaume d'Italie est proclamé, et au lendemain de son unité, le pays est confronté au phénomène de l'émigration. C'est-à-dire que dès la fin des années 1860, les statistiques de l'époque dénombrent environ 20 000 départs par an uniquement pour l'émigration considérée comme définitive, c'est-à-dire l'émigration transocéanique, vers les États-Unis, vers le continent américain en général. Et puis, dans les années 1870 et 1880, ce chiffre va fortement augmenter. On va passer la barre des 100 000 départs par an vers le milieu des années 1880. Il faut bien rappeler qu'ici, on parle toujours uniquement des départs vers le continent américain et qu'on ne prend pas en compte non plus les migrations clandestines. Précisons aussi qu'à cette époque, l'essentiel de l'émigration se fait, du moins jusqu'à la fin du 19e siècle, essentiellement depuis les régions du nord de l'Italie, contrairement à ce qu'il sera après. Cela s'explique notamment du fait que ces régions étaient déjà dans une phase d'industrialisation de l'agriculture, de modernisation de l'agriculture, ce qui a jeté beaucoup de paysans hors des campagnes sans qu'il y ait une industrie suffisamment importante dans les villes pour pouvoir absorber cet exode rural. Donc l'émigration se pose comme un phénomène important quelques années après l'unification italienne et des observateurs de l'époque s'inquiètent de ce phénomène, en particulier des propriétaires terriens ou des industriels qui craignent ce départ massif de la main-d'œuvre. Puis l'Église aussi dénonce le phénomène qu'elle trouve amoral parce qu'elle l'éloigne des paysans de leurs terres et surtout de leur famille, et puis ces paysans qui quittent l'Italie ne seront plus soumis à son contrôle. Donc des voix s'élèvent pour protester contre ce phénomène, ce qui pousse en 1873 le gouvernement Lanza à inaugurer les premières lois pour contrôler, pour limiter le phénomène de l'émigration. Pour autant, ces lois seront critiquées par certains, car en effet, à côté de ce courant anti-émigration, toute une série d'intellectuels, d'hommes politiques, d'industriels seront quant à eux favorables à l'émigration. Ces personnalités sont plutôt des personnalités libérales, libéristes pour reprendre le terme plus spécifique au cas italien, et elles considèrent l'émigration comme un phénomène naturel qui permet d'évacuer un éventuel excédent de population qui serait inerte, qui serait incapable de participer à la production économique de l'Italie, et puis qui permet aussi de créer des débouchés commerciaux, des relais commerciaux à travers le monde.
Alors l'exemple qui est souvent évoqué, c'est le cas de La Plata en Argentine, qui est une ville où se concentrent à l'époque beaucoup d'immigrants italiens. La Plata devient effectivement une ville avec laquelle des échanges commerciaux se créent, mais surtout un secteur qui était très juteux était celui du transport des migrants italiens vers La Plata et qui était assuré notamment par des compagnies, par des armateurs génois et donc qui eux très tôt ont défendu l'émigration. Ces personnalités issues des milieux d'affaires génois en particulier seront les premiers à défendre une idée, celle de la formation de colonies libres, c'est-à-dire des colonies de peuplement d'Italiens qui s'installeraient un peu partout dans le monde et avec lesquelles la terre-mère, l'Italie, pourrait avoir des rapports commerciaux privilégiés. On va voir que cette idée va revenir plusieurs fois dans les décennies qui suivent. Pour le reste de l'Italie, dans le sud, l'émigration devient peu à peu importante au fil des années 1870-1880 et elle est perçue comme un symptôme de la question méridionale, c'est-à-dire le fait que le sud de l'Italie apparaît au lendemain de l'unification comme arriéré, comme peu industrialisé et avec des campagnes soumises à d'importantes tensions sociales. Et là, l'émigration est très vite perçue comme une soupape de sûreté sociale qui permet justement de réduire ces tensions. Et justement, à partir des années 1870-1880, cette idée va s'imposer, c'est-à-dire que les pro-émigration vont l'emporter du fait de la crise agraire qui survient à cette époque. Donc, suite à la modernisation de l'agriculture en Europe, les petits propriétaires en Italie et d'ailleurs dans d'autres pays méditerranéens sont menacés. Et donc, partout dans le pays, du nord jusqu'au sud, l'émigration s'intensifie et les tensions s'intensifient dans les campagnes. Donc, puisque le phénomène émigratoire est davantage accepté, la question des colonies, des colonies libres ou non, revient dans le débat politique. Mais pour l'instant, jusqu'aux années 1880, le gros de l'élite politique et intellectuelle italienne est opposé à un modèle de colonie d'État, c'est-à-dire des colonies avec le modèle français, par exemple en Afrique, donc des colonies qui seraient contrôlées par l'État italien et qui s'y réserveraient la possibilité de faire toutes les exportations de ces produits industriels en priorité. Ces personnalités y sont opposées parce que ce sont des personnalités libérales qui privilégient des modèles de colonies libres, donc de libre-échangisme, et puis aussi elles craignent que ces colonies deviennent un gouffre financier pour l'État italien. Pour autant, du fait de l'action d'intellectuels comme Attilio Brugnalti et aussi du fait de l'expansion coloniale des années 1880, je rappelle qu'à cette époque la France prend par exemple le contrôle de la Tunisie qui est située aux portes de l'Italie. Donc du fait de cette expansion coloniale, de l'action d'intellectuels, de la publication dans des revues, et puis de la montée du protectionnisme, de l'anti-libre-échangisme dans cette période, en Italie, mais pas uniquement, toutes ces raisons font que le modèle des colonies d'État finalement paraît comme la meilleure alternative aux hommes politiques italiens. Et puis du côté du sud, encore une fois, les propriétaires terriens sont très enthousiastes à l'idée d'avoir des territoires contrôlés par l'État dans lequel il sera possible d'y envoyer le surplus de population des campagnes. Alors les autres courants politiques italiens, les catholiques par exemple, sont si favorables au modèle des colonies d'État parce que ça permet justement d'encadrer l'immigration. Et puis en ce qui concerne les socialistes, traditionnellement, ils sont plus opposés à toute forme de colonisation. Cependant, on va voir que certaines personnalités s'écartent un peu de cette ligne. On y reviendra en fin de podcast. Alors pour autant, ce sera une désillusion qui attendra les Italiens parce qu'en 1896, sous le gouvernement Crispi, les Italiens connaissent une défaite militaire en Éthiopie, à Adoua, qui rend impossible la colonisation de ce pays et qui décourage les Italiens à mettre en place ce modèle de colonie d'État. Et donc, ils doivent se rabattre sur ce modèle libre-échangiste, c'est-à-dire de colonies uniquement de peuplement, de communautés d'Italiens diffusées à travers le monde et avec lesquelles des liens commerciaux peuvent être créés. Cependant, là aussi, cette solution est assez décevante parce que finalement,
l'industrie italienne ne peut pas rivaliser avec la concurrence anglaise, française, américaine. Donc les exportations manufacturières vers les régions d'émigration d'Italiens sont assez faibles. Et puis il apparaît comme évident que l'Italie perd ses ressources démographiques qui se diluent un peu partout dans le monde. Donc cette idée d'avoir ses propres colonies pour y accueillir les émigrés refait surface au sein des élites politiques italiennes, ce qui fait qu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, l'Italie entreprend de nouvelles expéditions militaires, notamment en Libye, sous le gouvernement de Giovanni Giolitti. La Libye est conquise en 1912 et devient donc une colonie qui accueillera effectivement un certain nombre d'émigrés italiens. Alors j'ai brièvement mentionné la position des socialistes qui étaient de manière générale assez hostiles à toute forme de colonisation. Je vais à présent clôturer ce podcast avec une citation, donc un extrait d'une interview donnée par Antonio Labriola en 1902 au Giornale d'Italia. Donc Labriola était un socialiste italien dont les idées regardant la colonisation et l'immigration s'écartaient de la ligne principale du parti. Je cite. « Nous devons assumer cette entreprise coloniale comme un grand travail à accomplir sur plusieurs générations. Il ne s'agit pas d'une loterie, mais d'une tâche nouvelle à remplir, qui serait celle de conquérir pour coloniser. Étant donné que nous pouvons prévoir que la Tripolitaine deviendra dans ses parties les plus fertiles un terrain d'action pour le capital et pour le travail italien, étant donné que notre émigration colossale a explosé ces derniers temps, il ne serait pas tant antidémocratique que l'État implique à présent ses forces militaires et financières dans une entreprise qui pourrait canaliser pour des siècles les forces élémentaires démographiques de la nation italienne. » Fin de citation. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des nouvelles pistes de réflexion et à bientôt pour d'autres vidéos de ce genre.